À l'été 1985, une ville paisible du sud des États-Unis est secouée par la terreur lorsque des jeunes filles se mettent à disparaître. Un audacieux tueur en série échappe à la police et tourmente les familles des victimes. Tant que les détectives n'auront pas trouvé le moyen de l'arrêter, ce prédateur recommencera à tuer. Le 31 mai 1985, à Lexington, sous le chaud soleil de la Caroline du Sud, le mercure atteignait les 37 degrés. Sherry Faye Smith avait décidé de se rafraîchir en allant se baigner chez son petit ami en compagnie de ses camarades du secondaire. C'était une journée de repos méritée avant les examens de fin d'année et la graduation. L'avenir s'annonçait plein de promesses pour cette ambitieuse jeune femme de 17 ans. Elle vivait chez ses parents dans un secteur rural, en retrait d'une petite ville. La résidence des Smith était située derrière un boisé très dense à environ 200 mètres de la route. Le père de Sherry, Robert Smith, était pasteur. En ce vendredi après-midi, il travaillait à la maison dans son bureau à l'étage. Il leva les yeux et aperçut sa fille arriver en voiture dans l'allée et s'arrêter pour prendre le courrier. En l'espace de quelques secondes, la vie à Lexington allait changer à jamais. Monsieur Smith s'attendait à entendre les pas de sa fille dans la maison d'un instant à l'autre. Il leva à nouveau les yeux pour regarder par la fenêtre. La voiture était arrêtée près de la boîte aux lettres, mais il n'y avait aucune trace de Sherry. Ce n'était pas normal. Il décida d'aller y jeter un coup d'œil. Sherry était diabétique. Lorsque le taux de sucre de son sang était anormal, elle devenait désorientée ou faible. Lorsqu'il arriva au bout de l'allée, Robert Smith trouva la voiture de Sherry toujours en marche et la portière ouverte. Mais sa fille avait disparu. Ses appels n'eurent pas de réponse. Il n'y avait aucune trace de Sherry. Elle était introuvable. Smith appela immédiatement la police. L'assistant du shérif de Lexington County répondit à l'appel. Le père terrifié lui expliqua que Sherry n'avait rien d'un enfant fugueur. C'était une jeune femme responsable et équilibrée. Le shérif ne tenait rien pour acquis. Il questionna Smith sur sa relation avec sa fille. Aujourd'hui, l'assistant du shérif Lewis McCarthy se rappelle cette première conversation avec le père de Sherry. Je l'ai interrogée à propos de son rendement à l'école et du genre d'enfant qu'elle était. Il était évident qu'il n'y avait aucune animosité entre le père, la mère et la fille. La famille Smith était unie et croyante. Mon intuition me disait qu'ils étaient très proches les uns des autres. Cet enfant ne pouvait pas avoir fugué ainsi de son plein gré.
Le policier avait l'impression que quelque chose de grave était arrivé à Shari Smith et que ça n'avait rien à voir avec sa maladie. Chaque minute qui s'écoulait était cruciale. Le shérif demanda de l'aide, transgressant ainsi la période de 24 heures requise avant de porter une personne disparue. En attendant l'arrivée des autres policiers, le shérif et Robert Smith reconstituèrent les événements en prenant soin de ne détruire aucun indice. Mais cette première recherche ne donna aucun résultat. Il faudrait attendre l'arrivée des experts et de leur matériel. Quelques minutes plus tard, des agents de la police de Caroline du Sud arrivèrent sur les lieux. Les experts ratissèrent la scène, à la recherche de traces de pneus, de pas ou d'empreintes digitales. Malheureusement, il n'y avait rien. Comme il fallait agir au plus vite, les autorités décidèrent de constituer une escouade spéciale et organiser une battue. Des agents des services de police des comtés voisins furent dépêchés pour apporter leur aide. La nouvelle de la disparition de Shari se répandit rapidement au sein de la population de Lexington. Des centaines de résidents offrirent de participer à la recherche. Ils ne découvrirent malheureusement aucune trace de la jeune femme. Il n'y avait aucune preuve qu'un crime de juridiction fédérale avait été commis. Les détectives de l'État décidèrent tout de même de se tourner vers les experts du FBI pour obtenir de l'aide. Ils voulaient en fait une participation de façon non officielle de leur part. L'agent spécial John Vollmer, du bureau de Columbia, fut dépêché à la résidence des Smith le lendemain matin. Même les experts étaient déconcertés par cette disparition. Elle s'était comme volatilisée. Pourtant, le milieu dont elle provenait n'était pas de nature à susciter une fugue avec un individu quelconque. Sa famille était stable. Ses parents ont tout de suite pensé qu'il lui était arrivé quelque chose, mais à cette étape-ci, nous ignorions encore ce que c'était. 2 longues et chaudes journées de recherche s'écoulèrent sans nouvelles ni traces de Shari. Plus le temps passait, plus le pire était à craindre. Horrifiés par la possibilité qu'un enlèvement se soit produit dans leur ville, les résidents de Lexington étaient en état de panique. Aucun enfant n'était laissé sans surveillance. La population était d'une extrême vigilance. Le temps passait et les détectives s'accrochaient à l'espoir de retrouver Shari saine et sauve. Le 3 juin, soit 3 jours après la disparition de Shari Fay, vers 2h30 du matin, le téléphone des Smith sonna. Robert répondit au téléphone. Une voix inconnue demanda à parler à Hilda, la femme du pasteur. Hello? L'homme au bout du fil déclara être le ravisseur de Shari. Yes. Il s'excusa de ce qu'il avait fait et déclara que Shari serait de retour bientôt. Il ne voulait aucune rançon. Il dit à Hilda qu'elle recevrait une lettre de sa part dans le courant de la journée. Il promit de rappeler et raccrocha. La ligne était sous écoute, mais l'appel avait été trop bref pour être retracé. Les détectives qui se trouvaient dans la maison des Smith appelèrent immédiatement l'agent Vollmer. Nous ignorions si elle était encore en vie ou non. L'homme qui avait appelé prétendait qu'elle vivait encore et qu'elle rentrerait. À ce moment-là, nous espérions tous qu'il disait la vérité et qu'elle serait bientôt rendue à sa famille, saine et sauve. Il fallait espérer que la lettre contiendrait des indices.
Mais d'abord, on devait découvrir si cette lettre existait vraiment. Il n'y avait pas une minute à perdre. Les détectives réveillèrent le postier de la ville et firent ouvrir le bureau de poste avant l'aube. Ils se rendirent sur les lieux pour examiner les piles de lettres à trier. Une demi-heure plus tard, le postier avait trouvé une enveloppe adressée au Smith. Elle fut placée dans un sac et envoyée au laboratoire judiciaire pour analyse. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une lettre de 2 pages écrite sur du papier jaune de grand format. Leur espoir se transforma en horreur à mesure qu'ils lisaient la lettre. Elle était intitulée « Mon testament » et commençait ainsi. « Je vous aime maman, papa, Robert, Dawn et Richard et tous les autres et tous mes amis et parents. Je serai toujours avec vous en pensée et en vous. Cercueil fermé. Je suis désolé si je vous ai déçu d'une quelconque manière. Tout ce que je désirais, c'était que vous soyez fiers de moi parce que j'ai toujours été fier de ma famille. » Et la lettre se terminait par « Avec tout mon amour pour toujours, Sharon, Sherry Faye, Smith. » La famille Smith confirma qu'il s'agissait bien de l'écriture de Sherry. Les experts du laboratoire commencèrent la tâche minutieuse d'analyser la lettre. Ils se mirent à la recherche d'empreintes digitales, de cheveux, de fibres et autres indices. Il leur faudrait quelques semaines pour compléter les analyses. Les détectives espéraient que le document leur donnerait des pistes, mais ils étaient alarmés par son contenu. Nous étions en état de choc, extrêmement inquiets pour elle. Il y avait plusieurs phrases inquiétantes dans sa lettre, comme « cercueil fermé ». Pourquoi une enfant aurait-elle fait une telle affirmation? Ce qui était arrivé à Sherry n'était pas clair. Seul son ravisseur détenait les réponses. Il avait promis de rappeler. En attendant, la famille Smith vivait d'espoir. Quelques jours après la disparition de Sherry Faye, son ravisseur avait appelé sa famille. Depuis, les agents et les détectives avaient installé une enregistreuse en plus d'une table d'écoute sur la ligne des Smith. L'enregistrement de la voix du ravisseur pourrait se révéler précieux plus tard. Les policiers étaient prêts à un nouvel appel de sa part. L'attente était insupportable. À 20 h, le 3 juin, la sonnerie du téléphone se fit entendre. C'était la même voix que la veille. Il s'adressa à Hilda. Did you receive the letter today? Yes, I did. Okay, so you know now that this is not a hoax call. Yes, I know that. Okay, listen real carefully. I got to hurry. I know these calls are being traced. Is Sherry with you? Sherry is now a part of me. Physically, mentally, emotionally, spiritually, our souls are one now. Your souls are one now with Sherry? Yes, and we're trying to work this out. So please do what we ask. L'appel fut retracé. Go ahead, US1. Le ravisseur avait appelé à partir d'une cabine téléphonique à 30 km de la maison des Smith. Des agents de police se rendirent immédiatement sur les lieux en espérant l'arrêter alors qu'il était toujours au téléphone. Mais ils trouvèrent la cabine vide et le combiné qui se balançait de gauche à droite. Le ravisseur avait quitté les lieux sans laisser d'indices, pas même une empreinte digitale. Dawn, la sœur de Sherry, se rappelle l'incertitude de ces moments. Je ne comprenais pas bien ce qui arrivait. Je ne comprenais pas qu'il était un homme malade.
Je n'avais jamais côtoyé quelqu'un comme lui auparavant. Je croyais vraiment qu'il prenait soin d'elle et qu'il y avait une explication à la disparition de Sherry. À première vue, l'appel du ravisseur ne révélait rien de l'endroit où se trouvait la jeune fille. Mais pour le FBI, ces appels offraient au moins un aperçu de l'esprit torturé du ravisseur. C'était maintenant au tour des experts en études comportementales du FBI à Quantico, en Virginie, de tenter une incursion dans l'esprit du criminel. John Douglas a été l'un des pionniers de ce service du FBI. Il a développé des techniques d'enquête à partir d'entrevues de tueurs, d'incendiaires, de violeurs et de terroristes sur une période de 25 ans. Lorsque quelqu'un nous demande de dresser un profil, il veut des caractéristiques précises telles que l'âge, la race et parfois aussi l'apparence physique, le niveau de formation et l'occupation professionnelle. Pour déterminer ces caractéristiques, l'expert tente de penser comme le tueur et comprendre ses motivations. L'examen d'un crime sous chacun de ces aspects permet d'identifier des types de comportements. On peut ensuite dresser le profil probable du tueur. Après avoir examiné tous les détails de l'enlèvement de Sherry, Douglas produisit un profil en 22 points. Le ravisseur était vraisemblablement un homme de race blanche dans la vingtaine avancée ou au début de la trentaine. Il avait une intelligence supérieure à la moyenne. Il travaillait sans doute dans le domaine de la construction. Comme il semblait avoir modifié sa voix électroniquement, tout portait à croire qu'il travaillait plus précisément dans le secteur de l'électricité. Il avait également un dossier criminel. Douglas croyait qu'il vivait dans les environs. Le ton et le contenu de ses appels indiquaient qu'il était un obsessif-compulsif asocial. Si le stress de la vie quotidienne devenait trop grand, il s'écroulait. Puis il se sentait obligé de compenser ses faiblesses en commettant des actes violents. C'est le genre d'homme qui se sent comme un grain de sable sur une plage où il y a des milliards et des milliards de grains de sable. Il se sent comme un individu ordinaire. Et comment cet individu ordinaire, qui fait sans doute de l'embonpoint, qui a une faible estime de lui-même, qui n'est pas beau, comment peut-il devenir quelqu'un? En cherchant des victimes avec lesquelles il n'aurait jamais eu de contact en temps normal, comme Sherry Faye Smith. Et pour la première fois de sa vie, il se sent puissant. Le mercredi 5 juin, les Smith reçurent un nouvel appel du ravisseur. Cette fois-ci, il leur donna les indications pour retrouver Sherry. Listen carefully. Take Highway 378 west to Traffic Circle. Turn left at white frame building. 6 feet beyond, we're waiting. God chose us. Les détectives se rendirent immédiatement sur les lieux en espérant que la jeune femme serait encore en vie. Six jours après sa mystérieuse disparition, ils trouvèrent le corps de Sherry Faye Smith. Lorsque le ravisseur a appelé les Smith pour leur dire où le corps se trouvait, nous nous y sommes immédiatement rendus et notre plus grande crainte s'est révélée juste. Le corps de Sherry avait été abandonné dans la forêt de Saluda County, à environ 30 km de l'endroit où elle avait été enlevée. Son ravisseur était maintenant recherché sur présomption de meurtre au premier degré. Une semaine à des températures de 37 degrés avait eu des conséquences néfastes sur la victime. Le corps était dans un état de décomposition avancée et c'était tout à l'avantage du meurtrier. Le médecin légiste fut incapable de déterminer la cause ou le moment précis de la mort. Pour John Douglas, l'emplacement et l'état de la scène du crime fournissaient de nouvelles indications sur l'esprit du meurtrier.
Ce criminel avait un certain degré de spécialisation. Je crois qu'il a attendu qu'elle soit dans cet état de décomposition pour qu'il nous soit plus difficile de déterminer la cause de sa mort. La nouvelle du meurtre de Shari eut un effet dévastateur sur la population de Lexington. Ce samedi-là, une foule d'environ 1000 individus assista à son service funéraire à l'église baptiste de la ville. Dans la soirée suivant les funérailles, le meurtrier téléphona à nouveau à la famille de Shari. Sa tante, Beverly, répondit au téléphone. Beverly espérait que la police retracerait l'appel et elle tenta de le prolonger le plus possible. Le ravisseur voulait absolument parler à Dawn, la sœur de Shari, et disait qu'il raccrocherait sinon. Hello? This thing got out of hand, and all I wanted to do was make love to Dawn. I've been watching her for a couple of To who? I'm sorry, to Shari. Dawn, I hope you and your family forgive me for this. When you killed Sherry, was she at peace? She wasn't afraid or anything? She was not. She was at peace. She knew that God was with her, and she was going to become an angel. Secouée par la douleur, la mère de Shari insista pour parler au meurtrier de sa fille. Did you tell her you were going to kill her? Yes, I did, and I gave her the choice, and she picked suffocation. My God, how could you? Le fait que le meurtrier ait mentionné le nom de Dawn plutôt que celui de Shari retint l'attention des experts. Il était possible que le meurtrier fasse de Dawn sa nouvelle obsession. Il ne ferait qu'un dernier appel avant de retomber dans le silence. La population savait qu'il continuait à rôder dans les environs. De plus, selon le profil qu'on avait dressé de lui, s'il avait tué une fois, il pouvait recommencer. En juin 1985, les détectives du FBI étaient encore à la recherche du ravisseur et meurtrier de Shari Smith, 17 ans. Pendant ce temps, le prédateur, lui, avait d'autres plans. Le vendredi 14 juin à Richland County, soit 2 semaines après l'enlèvement de Shari, un homme saisit la petite Deborah May Elmick alors qu'elle jouait avec son frère devant la maison. Elle n'avait que 9 ans. Le cri de l'enfant alerta une voisine, mais cette dernière ne fut pas assez rapide. Le ravisseur prit la fuite avec la petite en plein jour. La voisine ne donna que quelques informations vagues. Cependant, la description du suspect et son mode de fonctionnement ressemblaient étrangement à ceux de l'homme recherché par le FBI pour le meurtre de Shari. Le shérif de Richland County appela immédiatement l'escouade spéciale de Lexington. Pour John Douglas, il fallait faire très vite. Le destin de Deborah May Elmick était presque déjà scellé. Dès que les tueurs ont ressenti ce besoin pressant, ils cherchent la victime idéale. Et s'ils ne peuvent la trouver, ils se rabattent sur ce qui est disponible. Et dans ce cas-ci, c'était Deborah May Elmick. Lorsqu'il apprit la nouvelle de ce deuxième enlèvement, Douglas se rendit directement en Caroline du Sud. Le FBI espérait retrouver la fillette de 9 ans avant qu'il ne soit trop tard. Dans le cas de Smith, le téléphone avait joué un rôle très important. Presque une semaine s'était écoulée depuis la disparition de Deborah et le ravisseur ne s'était pas encore manifesté. Douglas mit au point un plan pour le faire réagir. À l'aide des médias de la région, il lui tendit un piège. L'élément clé de ce plan mettait cependant la vie de Dawn en danger.
Douglas demanda aux Smith la permission de se servir de leur autre fille pour capturer le meurtrier et retrouver la petite Deborah. Dawn accepta. Beaucoup de gens croyaient que nous étions jumelles parce que nous nous ressemblions beaucoup. Les agents espéraient que si je répondais au téléphone, le ravisseur déplacerait sur moi son obsession de Shari. De plus, si je parvenais à le garder au bout du fil assez longtemps, à le faire parler de lui, de Shari, peut-être parviendrait-il à retracer l'appel et à l'arrêter. L'élément central de ce piège était le service funéraire commémoratif de Shari. Les détectives firent paraître la nouvelle dans la presse locale en espérant que l'attention suscitée par l'événement éveillerait la fascination du meurtrier pour Dawn. Le jour du service funéraire, des agents en civil circulaient dans la foule et espéraient que le suspect se rendrait au cimetière. Pendant l'oraison funèbre, Dawn et ses parents se serraient les uns contre les autres. Dawn avait volontairement accepté d'attirer le meurtrier, mais le danger que cela représentait inquiétait tous les agents. On ignorait ce que le suspect ferait. Nous avons augmenté les effectifs de sécurité autour de Dawn. Nous voulions éviter à tout prix qu'elle devienne sa prochaine victime. Dawn plaça des fleurs et un koala en peluche sur la tombe de sa sœur. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre. Les agents du FBI donnèrent des indications à Dawn sur la marche à suivre advenant l'appel du meurtrier. On m'a dit de ne jamais le menacer, de ne pas être dur avec lui, mais plutôt compréhensive, gentille et pleine de compassion. Et c'est ce que j'ai fait. Et je crois qu'il a aimé ça parce qu'il se sentait en contrôle, ce qui était très important pour lui. La maison des Smith reçut plusieurs appels dans les jours suivants de service. Comme on ignorait s'il s'agissait du meurtrier, Dawn devait répondre au téléphone à chaque fois. Peu après minuit, le téléphone des Smith sonna à nouveau. Comme Douglas l'avait espéré, le meurtrier avait mordu à l'hameçon. Et comme prévu, Dawn avait attiré son attention. Il lui fit comprendre qu'elle serait sa prochaine victime. Malgré les menaces de l'homme qui avait tué sa sœur, Dawn le garda au bout du fil. Pendant ce temps, les policiers retraçaient l'appel. Juste avant de raccrocher, le meurtrier lui donna des indications. L'agent spécial John Vollmer craignait que le meurtrier n'en ait pas encore fini. Lorsqu'il a mentionné le nom de Deborah May Elmick, nous avons compris qu'il était possible que ce soit un tueur en série, puisqu'il avait fait au moins 2 victimes. Il y en avait peut-être eu avant, et il pouvait le refaire n'importe quand. Douglas avait réussi à faire appeler le tueur, mais aucun des agents n'avait prévu jusqu'où il irait pour que son appel ne soit pas retracé. Il avait appelé d'un secteur plus éloigné, ce qui demandait davantage de temps. Une fois encore, le suspect quitta la cabine téléphonique quelques instants avant que les autorités ne s'y rendent. Pendant ce temps, d'autres policiers suivirent les indications du meurtrier. Ils y trouvèrent le corps de Deborah May Elmick, 9 ans. Le plan avait malheureusement échoué. Plus le temps passait, et plus les possibilités qu'il y ait de nouvelles victimes augmentaient. Dawn était sans doute la prochaine sur la liste. Les détectives craignaient que le meurtrier ne tente de l'enlever. Heureusement, les analyses criminalistiques allaient donner un coup de pouce à l'enquête.
Gail Heath examina le testament de Sherry Smith. Heath est la directrice du service des documents au laboratoire judiciaire de la Caroline du Sud. Elle espérait trouver des indices en se servant d'un appareil de détection électrostatique. Cet appareil décèle des images invisibles à l'œil nu. Contrairement à une presse d'imprimerie qui ajoute de l'encre pour créer une image, l'appareil remplit les empreintes d'un document de graphite. On place une pellicule de plastique sur le document et l'image apparaît peu à peu. Après plusieurs heures de travail, Heath découvrit des traces d'écriture. Cela semblait être un nom et un numéro de téléphone. Nous avons pu obtenir un nom et un code régional, puis les 3 premiers chiffres et les 2 suivants. Nous n'étions pas certains du 3e numéro. Puis nous avons constaté que nous avions le 4e numéro. Le nom sur le papier était Joe. Le code régional était celui de l'Alabama. Pour découvrir le numéro manquant, les détectives composèrent toutes les combinaisons possibles jusqu'à ce qu'ils trouvent un individu du nom de Joe. Leurs efforts furent couronnés de succès. Le numéro était celui d'un certain Joe Shepard. Les détectives examinèrent ses relevés téléphoniques. Il avait reçu un appel de quelqu'un qui résidait tout près de Lexington, à Lake Murray. Il était possible que ces adresses, celles de l'Alabama et de Lexington, soient celles du tueur. Les policiers d'Alabama se rendirent chez Joe Shepard avec le profil psychologique du FBI en main. L'homme n'y correspondait en rien. Il n'était pas suspect, mais il pouvait tout de même avoir un lien important avec le meurtrier. Les policiers devaient découvrir pourquoi il avait reçu cet appel de Lake Murray en Caroline du Sud. Shepard expliqua que c'était la résidence de ses parents. De leur côté, les agents de Caroline vérifièrent qu'il s'agissait bien du numéro de téléphone des parents de Joe Shepard, c'est-à-dire de Ellis et Sharon Shepard. Ils se rendirent à l'adresse en question. La maison était seulement à 3 km de l'emplacement où la petite Deborah May Elmick avait été trouvée. Ils apprirent qu'Ellis était électricien dans le domaine de la construction. Les experts du FBI avaient mentionné cette possibilité. Alors que les agents sonnaient à la porte, une voiture s'engagea dans l'allée de la maison. Lorsque les policiers aperçurent les Shepard, ils surent tout de suite qu'ils faisaient fausse route. Le seul lien entre le meurtrier et Ellis Shepard était leur métier. Il fut cependant interrogé. Le couple venait tout juste de rentrer d'un voyage de 6 semaines. Les policiers leur demandèrent s'ils avaient entendu parler des meurtres de Smith et Elmick. Plus l'interrogatoire se poursuivait, et plus Madame Shepard semblait troublée. Le couple commençait à soupçonner l'homme qui surveillait leur maison en leur absence, un certain Larry Gene Bell. La description de l'homme en question correspondait au profil psychologique du FBI. Il était de race blanche, était dans la trentaine et vivait chez ses parents. Parfois, il aidait Ellis dans des travaux de construction domiciliaire. Quelques jours plus tôt, alors que les Shepard rentraient de voyage, Bell était allé les chercher à l'aéroport. Il leur avait parlé abondamment des 2 cas. Il suivait l'affaire dans les médias. Cet esprit méticuleux et ce comportement correspondaient au profil psychologique du tueur. Pendant le trajet entre l'aéroport et la maison, Bell a dit au couple qu'il avait conservé un article qui expliquait l'affaire en détail. C'était incroyable à quel point le profil du FBI était juste. Les policiers demandèrent la permission de visiter la maison.
Il était possible que le ravisseur se soit servi d'une arme pour forcer Sherry à monter en voiture. Ils demandèrent à Shepherd s'il en possédait une. Ce dernier leur montra son bureau, il ouvrit un tiroir et à sa grande surprise, s'aperçut que son revolver avait disparu. Les agents demandèrent au couple de les accompagner jusqu'au poste de police. Ils voulaient leur faire écouter les enregistrements de l'homme qui avait appelé la famille Smith. Peut-être reconnaîtraient-ils la voix du gardien de leur maison. L'homme au bout du fil avait modifié sa voix électroniquement, mais les Shepherd étaient formels. C'était bien celle de Larry Jean Bell. Nous étions fous de joie. Nous ne pouvions pas montrer nos émotions, mais pour nous, l'enquête était résolue. Bell devait se rendre chez les Shepherd le lendemain matin à 7h30 pour travailler. Les détectives le prirent en filature à partir de chez lui. Cette fois-ci, il ne leur échapperait pas. Larry Jean Bell roulait en direction de la maison des Shepherd. Il ne remarqua pas qu'il était suivi. À bord de la voiture banalisée, un des policiers communiqua avec une autre voiture de patrouille afin qu'on barre la route au suspect à la prochaine intersection. Le 26 juin 1985, à 9h19, les policiers procédèrent enfin à l'arrestation de Larry Jean Bell. Les détectives devaient maintenant consolider leur enquête pour s'assurer qu'il ne serait jamais remis en liberté. Grâce aux preuves judiciaires et au profil psychologique du suspect, les policiers de la Caroline du Sud avaient arrêté Larry Jean Bell sur présomption d'enlèvement et de meurtre. Maintenant, ils devaient prouver hors de tout doute qu'il était bien l'auteur des meurtres de Sherry Smith et Deborah May Elmick. Cette tâche incombait à Donald Myers de Lexington County. Procureur de carrière, Myers était déterminé à faire condamner ce meurtrier qui avait torturé aussi cruellement une adolescente en plus de tourmenter sa famille. Je n'aimais pas Larry Jean Bell avant même de le rencontrer. Je savais que cette affaire serait très médiatisée, du moins en Caroline du Sud. J'étais prêt à utiliser tous les outils dont je disposais pour le faire condamner. Malheureusement, les preuves contre Bell étaient indirectes. La seule façon d'obtenir la peine maximale était qu'il passe aux aveux. Myers voulait s'assurer que Bell ne ferait plus aucune victime. Il tenait fermement à ses aveux. On fit de nouveau appel au FBI pour obtenir de l'aide. Les experts leur conseillèrent de faire l'interrogatoire dans une pièce où il aurait l'impression qu'il était déjà condamné d'avance. On nous a suggéré par exemple de poser une carte géographique sur le mur où étaient indiqués les appels qui avaient été effectués et aussi d'avoir des photos des victimes. Ainsi, dès qu'il regarderait autour de lui, il se souviendrait d'elle. Nous avions prévu mettre des cartes d'empreintes digitales sur la table, des calepins et des dossiers sur lesquels son nom était écrit. Tout cela était destiné à le convaincre qu'il était cuit et qu'il serait tout aussi bien de passer aux aveux. Pendant que des agents se préparaient à interroger Bell, des détectives obtinrent un mandat de perquisition de la résidence des Shepherd. L'équipe d'experts judiciaires passa 12 heures à examiner chaque centimètre carré de la maison, à la recherche d'indices. Tel que prédit dans le profil psychologique, la maison était parfaitement en ordre. Elle avait été méticuleusement nettoyée.
On avait fait l'époussetage et passé l'aspirateur, particulièrement dans la chambre où Bell dormait. Mais sous cette propreté, les experts découvrirent des indices de sa déviance. Sous les draps immaculés se trouvait un matelas sale et avachi. Juste en dessous, il y avait des magazines pornographiques et un revolver de calibre 38 qui correspondait à l'arme de Shepherd. Dans un coin que l'aspirateur ne pouvait atteindre, un expert trouva un cheveu blond. Plus tard, le laboratoire prouva la concordance entre ce cheveu et ceux de Sherry Faye Smith. Pendant que les techniciens poursuivaient leurs recherches dans la maison des Shepherd, des détectives commencèrent l'interrogatoire en respectant les directives du FBI. Tout d'abord, ils s'assurèrent que Bell était confortable et qu'il n'avait besoin de rien. Comme Douglas leur avait conseillé, ils ne lui firent aucune menace et affichèrent même une certaine empathie à son égard. Ainsi, il s'ouvrirait plus facilement à eux. Ils lui montrèrent les indices dont ils disposaient contre lui. Dès qu'ils en avaient l'occasion, ils mentionnaient le nom de ses victimes. Bell nia tout en bloc. Il fit toutefois une curieuse requête. Il demanda à rencontrer Don et Hilda Smith. Les Smith acceptèrent en espérant que cela susciterait des aveux de sa part. Hilda et Don tentaient tant bien que mal de se préparer mentalement. Elles firent enfin leur entrée dans la salle d'interrogatoire et affrontèrent le tueur de Sherry. Il a alors commencé à marmonner et à dire à quel point il était désolé, que l'individu assis dans cette chaise n'avait pas pu faire une telle chose, mais qu'un autre, Larry Bell, l'avait peut-être fait. Il était plutôt incohérent. Je me souviens que je le regardais, il écoutait et que j'ai ressenti un profond dégoût. Je savais que c'était lui. Et il n'était pas assez franc pour dire « je l'ai fait, je suis désolé ». Il essayait de se trouver des excuses. Mais ma mère lui a dit la chose la plus incroyable. Elle a dit « je sais que vous êtes l'homme qui a tué ma fille et je peux vous dire honnêtement que je ne vous déteste pas ». Il s'est alors mis à pleurer. Bell éclata en sanglots, mais contrairement à ce que la police espérait, il ne passa pas aux aveux. Après plusieurs semaines à réunir les indices, Myers et les détectives avaient maintenant complété la séquence des événements du 31 mai 1985. Bell, après avoir accompagné sa mère au cabinet du médecin, avait remarqué Sherry Smith. Quelque chose chez la jeune femme avait éveillé en lui une soif lubrique. Bell la suivit alors qu'elle quittait le stationnement. Son désir eut le dessus sur sa raison. Il ne la quittait pas des yeux. Sherry ne remarqua pas qu'une voiture la suivait. Elle s'engagea dans l'allée de la maison et s'arrêta à la boîte aux lettres. Bell ne perdit pas une seconde. Il prit Sherry complètement par surprise. Il la conduisit ensuite chez les Shepherd, à Lake Murray. Il appela des amis pour annuler une soirée prévue un peu plus tôt, en déclarant qu'il préférait rester chez les Shepherd et écouter une partie de baseball. Sherry était ligotée dans son lit. Les indices démontrent qu'elle a été violée. Avant de la tuer, Bell força la jeune femme à écrire son testament. « 12 heures après sa disparition, Sherry fut bâillonnée, puis étouffée. Les détectives croient qu'à 4h58 du matin, elle était déjà morte.
C'est à cette heure que Bell a déclaré que leurs âmes ne faisaient plus qu'une. En moins d'une heure, le jury composé de citoyens de Caroline du Sud rendit son verdict. Bell fut trouvé coupable de meurtre au premier degré. Il eut droit à un second procès pour le meurtre de la petite Deborah May Elmick et fut à nouveau jugé coupable. Avec Bell derrière les barreaux, la famille Smith pourrait enfin recommencer à vivre. Je me suis sentie soulagée de penser qu'il ne pourrait pas me faire ça à moi ni à personne d'autre et qu'il serait puni pour ses crimes. Larry Jean Bell paya le prix ultime pour ses meurtres. Le 4 octobre 1996, il passa à la chaise électrique. Rien ne pourra jamais remplacer la présence de Shari Smith et de Deborah May Elmick, mais la vie à Lexington a peu à peu repris son cours normal. Grâce à leur expertise et à leur détermination, le service de police de la Caroline du Sud et le FBI sont parvenus à apporter un certain réconfort aux gens de la région en mettant un terme au cruel jeu du chat et de la souris de Larry Jean Bell.